bonjour, qu'il soit bien clair. Je ne vais répondre à aucune des grandes questions que vous avez posées, hein, parce qu'il y en a pour quelques petites dizaines d'années, je pense, à aller au fond de ces questions-là. Et moi, je vais vous parler, si vous voulez bien, revenir. Je ne vais pas parler d'éthique ni de responsabilité. Je voudrais revenir sur le mot anticipation et sur les problèmes qui me semblent poser. À mon avis, on ne sait pas du tout anticiper. On emploie ce mot un petit peu de travers. Et j'ai intitulé ça les composantes d'une anthropologie prospective pour le XXIe siècle. En fait, voilà, je vais questionner un petit peu le concept d'anticipation, et je vais essayer de le resolidifier à la fin de mon exposé autour de ce concept de Gaston Berger, un peu, même si je ne vais pas beaucoup parler de lui aujourd'hui, d'anthropologie prospective. Alors, déjà 2 mots pour que vous sachiez d'où je parle. Effectivement, j'ai fait au départ des études de philo, mais j'ai arrêté assez tôt et j'ai travaillé dans le domaine de l'entreprise, de l'industrie, à différents postes de responsabilité dans la production, le commerce, et aujourd'hui beaucoup la stratégie. Et pour que vous sachiez un petit peu les sujets sur lesquels je suis un peu pointu, si vous voulez me poser des questions, et les sujets que je ne connais pas, je connais surtout le domaine, on va dire, de l'industrie, agroalimentaire, chimie, énergie et tout ce qu'on appelle en France le domaine de la métallurgie, c'est-à-dire au sens des fédérations syndicales, c'est-à-dire aéronautique, espace, défense, sidérurgie, mécanique, construction navale. Vous voyez, voilà ce que je connais un peu. Et donc ce dont je vais vous parler, c'était prévu comme ça un peu, c'est quand on connaît ces jeux d'acteurs, on voit l'anticipation d'une façon un peu différente, qui ne rassure pas forcément d'ailleurs, et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler si vous voulez bien. Autour de ces 5 sujets-là, vous voyez, le besoin de redéfinir les capacités d'anticipation dans la civilisation occidentale, parce qu'on emploie ce terme sans bien savoir de quoi il s'agit, à mon avis. Il faut qu'on dise un mot, et c'est là que je vais peut-être vous apporter un petit peu de connaissances, parce que c'est mon métier, on va dire, depuis une trentaine d'années, hein, depuis l'âge de 17 ans, hein, je travaille dans ce monde-là. Le rôle des entreprises, et notamment des multinationales, dans la configuration finalement de la planète. On ne le dit pas comme ça, moi je le dis comme ça, les multinationales configurent la planète plus que n'importe qui, je crois, et autant en faire un petit sujet de réflexion. Ensuite, je voudrais dire un mot sur moi qui vois aussi, avec ma petite fenêtre particulière, comment se prennent les décisions. Je crois que là, en termes d'anticipation, il y a une certaine paralysie. Comme il s'appelle, Al Gore, dans son dernier livre, vient de sortir une expression qui m'a pas mal plu. Il dit « Nous sommes entrés depuis quelque temps dans une démocratie trimestrielle et dans un capitalisme trimestriel ». Et moi, ça me parle beaucoup, moi qui vois comment se prennent les décisions. On reviendra un petit peu là-dessus. Alors, je voudrais après essayer d'aboutir à ce que j'appelle comme ça, entre guillemets, en attendant de trouver un meilleur mot, une anticipation postmoderne. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que ça pourrait être? Et je crois que, en tout cas, à ce stade de mes réflexions, c'est autour de la notion d'anthropologie prospective, en revenant un petit peu sur la philosophie, mais pas uniquement de Gaston Berger, que j'arrive à remettre un petit peu certaines questions dans des boîtes. Voilà. Alors, ça fonctionne. Vous voyez, j'essaye à chaque fois, c'est la seule image, regardez-la bien, je n'ai pas d'autre image, mais c'est pour vous dire d'où j'essaye de me placer pour poser les questions. Vous voyez ce petit cercle du présent, là? Voilà, j'essaye de m'efforcer, de me dire, on ne sait pas exactement d'où on vient, on ne sait pas exactement où on va, mais quand même, ça ressemble à quelque chose. Hein, on voit de la densité qui s'accroît, on voit de la main de l'homme, finalement, hein, dans tout ça. Et voilà, j'essaye donc de me placer à cet endroit-là. Toutes les questions que je vais poser, c'est en essayant de me placer à cet endroit-là. Alors, tout d'abord, pourquoi faire autant de cas de l'anticipation? Problème numéro 1, c'est un petit peu exagéré, sûrement, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui de Fukushima, quand on parle de la COP21, quand je parle des questions d'actualité, hein, quand on parle d'un 2e enfant en Chine, quand on parle de l'accord ou pas accord transatlantique, on sent que c'est des questions importantes, on ne sait pas bien d'où elles viennent, ou alors on le sait, mais surtout, je crois, en tout cas moi, je ne vois pas bien à quoi elles peuvent permettre d'aboutir selon ce qu'on va décider ou pas. On voit qu'on a un petit sujet d'anticipation là. On aimerait voir un petit peu plus clair dans les éventuelles conséquences de ces décisions qu'on prend. Je crois qu'on ne voit pas bien clair et quand même les décisions se prennent un petit peu en aveugle. Bon. Ça, c'est sur le court terme. Quand on relève un tout petit peu la tête et qu'on regarde par exemple sur un siècle ou 2 siècles, on voit que ce mot anticipation, je veux dire, il ne veut plus du tout dire la même chose au début du XXIe siècle que voici 2 siècles. On a une population qui vient d'être augmentée de 7
en 2 siècles. On est passé d'1 milliard à 7 milliards et il paraît qu'on va aller à 9-10 milliards. Il paraît, mais bon, voilà. Est-ce possible? Est-ce durable? Je crois qu'on ne sait pas bien, personne ne pose non plus la question. Depuis 2012, par exemple, vous voyez, plus de 50% de la population mondiale est devenue citadine. Il y a un siècle, c'était 10%. D'ailleurs, on ne parle pas de moyenne d'âge. Je crois que la moyenne d'âge mondiale de la population est passée, je vais simplifier, de 20 ans ou de 18-20 ans à 35-40 ans. Vous voyez, en termes de psychologie globale de la planète, ce que ça peut faire, avoir 7 milliards de personnes dont la moyenne d'âge a beaucoup augmenté. On voit que nous sommes passés très récemment, je vais y revenir parce que pour moi les années 90, vous qui réfléchissez en matière d'anticipation, je pense que les années 90 ont, de mon point de vue et de ma fenêtre, bouleversé quelque chose dans cette affaire-là. Depuis 1990, on est passé dans une économie qui est franchement mondialisée et financiarisée et qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale pour gérer tout ça. On va voir, on a des acteurs super puissants, je trouve, et rien pour les organiser. On voit aussi qu'il y a énormément de croissance d'inégalités, avec finalement des risques d'implosion, je pense, de véritables risques d'implosion. On parle depuis 2006, paraît-il, on a franchi le pic pétrolier, c'est-à-dire que depuis 2006, on ne pourra plus produire tous les ans autant de pétrole qu'on en produisait auparavant, parce que maintenant, il en reste encore, il en reste même beaucoup, mais il est tellement loin, profond, difficile à aller chercher, que le pic pétrolier, paraît-il, est franchi, ce qui pose un problème en termes d'énergie, et ce qui risque bientôt de poser un problème de renchérissement, et avec des pouvoirs d'achat qui s'accroissent très très fortement en Chine et en Inde, il n'est pas sûr qu'on ait du pétrole facilement d'ici 1 ou 2 décennies. On entend aussi parler, Jean-Michel Beignet en parlait le mois dernier ici même, de post-humains, de NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, connectivité. On parle de projets du génome humain. On voit qu'on touche à des choses on parle de réalité augmentée, de recréation du vivant, vous voyez, de géolocalisation, de numérique. En fait, on touche à des choses très importantes depuis quelques décennies et en matière d'anticipation, on ne sait toujours pas mieux, je crois, où l'on va. Ce n'était pas trop un problème tant qu'on touchait à des petites choses qui ne bouleversaient pas dans des proportions importantes la planète, la biosphère, mais je crois que là, on a un souci particulier d'anticipation et qui est croissant aujourd'hui. On parle d'incertitude généralisée, d'opacité du futur, on a des doutes sur le progrès, voilà. Bon, et apparaît la notion de risque global. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je crois que tout le monde a entendu parler de ces risques globaux, qu'ils soient génétiques, nucléaires, climatiques, ça parle à tout le monde, risque global. Et ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'anticipation, quand on en parlait voici 100 ans, ou voici 2 siècles, ou voici 50 ans, c'était une chose. Aujourd'hui, avec tout ceci sur la table, à mon avis, ça requiert, si on veut vraiment anticiper, ce n'est pas qu'une histoire de responsabilité, ce n'est pas qu'une histoire d'éthique, je crois. Je crois que c'est tout d'abord, est-ce qu'on est capable de reprendre en main des choses comme ça? Est-ce qu'on est capable d'orienter un petit peu tout ce destin? Et bon, voilà. Alors, je creuse encore un petit peu. Pourquoi c'est un souci et il n'est pas simple à évacuer et à résoudre? On a aujourd'hui, depuis 1950, je pense que M. Gaudin nous en reparlera plus précisément tout à l'heure, on va dire que depuis 1950 est née la prospective. Je crois que le terme est né dans la bouche de Gaston Berger en 1955, la prospective, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté ou l'ambition d'envisager l'avenir de façon rationnelle. D'envisager l'avenir de façon rationnelle. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, entre 1950 et aujourd'hui, c'est une discipline, je ne sais pas si c'est une discipline, une profession qui s'est énormément développée. Il y a de nombreuses façons de faire de la prospective ou de la futurologie, comme disent les Américains, mais à mon avis, tout ça est bien loin d'épuiser la question de l'anticipation. Dans chaque région de France aujourd'hui, il y a un Midi-Pyrénées 2040, il y a Champagne-Ardenne 2050, voilà. Dans toutes les entreprises, vous avez dans la cellule de stratégie 2-3 bonhommes qui s'occupent de prospective et qui cherchent à grappiller tout ce qu'ils peuvent dans les sciences ou dans les anticipations pour essayer de faire de la prospective sectorielle. Par exemple, je suis dans une entreprise, chez Shell par exemple, donc je rassemble tout ce que je peux pour comprendre un peu quel va être mon futur. Pourquoi faire finalement?
pour accroître mon avantage concurrentiel, pour essayer d'arriver le premier là où je pourrais maximiser mon intérêt. Voilà. On parle aujourd'hui, moi je vois sur les bureaux des PDG et des directeurs de stratégie de tous les grands groupes, vous avez le bouquin de McKinsey qui sort tous les 5 ans, qui est les 12 Disruptive Technologies. C'est-à-dire, tous les dirigeants regardent là-dedans qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce que je peux acquérir dans mon métier pour essayer d'en faire un avantage compétitif. Mais on ne parle pas d'anticiper, à mon avis. On parle d'essayer de tirer profit d'évolutions technologiques ou marketing pour améliorer sa situation, mais voilà. On parle aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, et ça vaut le coup d'être lu, ça vaut 3 €, c'est dans tous les kiosques, la façon dont la CIA voit le monde en 2030. C'est édifiant, je vous invite à regarder. C'est le NIC, c'est-à-dire National Intelligence Council, c'est l'agence de R&D, disons, de recherche et développement de la CIA, qui, tous les 5 ans, offre au monde, on va dire, sa vision de l'avenir. C'est intéressant à regarder, je vous invite à regarder. On parle aujourd'hui, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, c'est la COP 21 bientôt, là on parle du GIEC, c'est un immense exercice de prospective. Il a même, à mon avis, quelque chose d'un petit peu original, celui-là, parce que pour la première fois, il essaye de raisonner sur la base d'un objet, le climat, qui n'est pas vraiment, il ne s'agit pas vraiment d'améliorer la situation ni d'un État, ni d'une entreprise, ni d'un continent. C'est la première, à mon avis, réflexion réellement mondialisée et qui n'est pas directement, on va dire, à la solde d'un intérêt, qu'il soit public ou privé. À mon avis, il y a là quelque chose d'intéressant, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Bon, en tant que, on va dire, homme d'entreprise, je voudrais vous dire un petit peu, bon, je crois qu'on fabrique des bombes un peu. On fabrique des bombes, vous voulez parler d'anticipation, de responsabilité, mais je crois qu'il faut bien voir qu'on fabrique un peu des bombes, que ce soit dans le nucléaire, dans la chimie, dans la génétique, dans le numérique. Prenons des exemples, par exemple, vous voyez. EDF, prenons une entreprise française. EDF et l'industrie nucléaire. On en parle. Comment se prennent les décisions chez EDF, qui est pourtant à capital public, au moins partiellement. Eh bien, même avec une entreprise, on va dire publique, la réflexion qui est faite, les choix qui sont faits, disons-le franchement, on prend des décisions sans avoir la prétention de comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'on manie. On essaye de prendre le moins de risques possible, ce sont des gens responsables, informés, des techniciens de haut vol, mais quand même, on prend des décisions avant d'être capable d'anticiper quoi que ce soit, à horizon 100 ans ou à horizon 2 siècles. Nous sommes en face de projets industriels, c'est ça que je voulais dire. Non, j'en étais resté où là? Comment ça fonctionne? Voilà, nous sommes en face, ce que je voulais vous faire penser, toucher du doigt, c'est que nous sommes en face de projets industriels aujourd'hui qui affectent l'avenir de l'humanité. Les projets industriels, vraiment, quand Google veut, par exemple, et puis vous voyez la force de Google, première capitalisation mondiale, Google veut être un assistant de la pensée pour tous les êtres humains sur la planète. C'est quelque chose, je ne sais pas qu'il y arrive pas, je ne sais pas, mais c'est quelque chose, c'est pas rien quand on parle d'anticipation. Monsanto travaille par exemple à la reconfiguration du vivant et à la réappropriation du vivant. Monsanto, entreprise agrochimique, agroalimentaire américaine qui travaille beaucoup sur tout ce qui est génome. Je connais très bien, disons, les stratégies de tous les industriels de l'armement, par exemple. Northrop Grumman, Boeing, Airbus, BAE Systems. Je vois ce qui se fait, je ne connais pas tout. Je vois ce qui se fait. Et encore, je ne vois pas clairement ce qui se fait en Inde, en Chine et en Russie, par exemple. Vous voyez, je vois mais je me demande à quoi tout ça va pouvoir aboutir. Ce qu'on fait avec les nanotechnologies, avec les lasers, avec les satellites. Et je sais aussi que des décisions se prennent, on parle d'anticipation là, avant que l'on soit capable de projeter quoi que ce soit à horizon long terme. D'accord? On en est à mettre sur le marché, et on attend que le marché choisisse ensuite, des choses pour lesquelles on va grappiller, on va augmenter, maximiser notre intérêt sur le court terme. Vous voyez, ce sont des... Donc en fait, je résumerai la situation en disant que depuis, on va dire, 5-6 décennies, on joue avec les molécules, les atomes, les gènes, les bits informatiques de façon
On devient capable de reconfigurer le réel pour de bon, mais sans être capable d'anticiper quoi que ce soit, me semble-t-il. Vous voyez mon schéma là tout à l'heure, il semble laisser penser qu'on va vers quelque chose d'autre qu'une apocalypse. C'est déjà pas mal, hein. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Rien que pour arriver à ce à quoi veut aboutir ce schéma, il y a du travail à faire, il y a des réflexions à faire et à améliorer en matière d'anticipation. On vit entouré de nouveaux objets maintenant pour lesquels on a du mal à cohabiter, hein, des trous d'ozone, des taux d'intérêt, des CDS, des chimères. Voilà. Bon. Il y a un concept, moi, que j'aime bien, dont je me sers comme déclic pour réfléchir, c'est l'anthropocène. Vous savez tous, hein, maintenant je crois, on sait tous que c'est que l'anthropocène, c'est ce concept qui est né en l'an 2000 dans la bouche de Paul Crutzen, un chimiste, prix Nobel, qui, à un congrès je crois que c'était de géographes, s'était crié à ses collègues « Arrêtez de parler de Pléistocène, d'Holocène, c'est fini tout ça, toutes ces époques-là se sont refermées, nous sommes dans l'Anthropocène », c'est-à-dire que ce ne sont plus les vents, le soleil qui est la plus grosse influence sur la façon dont la biosphère évolue, c'est l'homme et son industrie. C'est les 7 milliards de gugus sur Terre et le niveau de leur consommation, de leur industrie qui devient... Et donc, j'aime bien penser l'idée que ce concept-là est tellement évident qu'il pourrait être l'occasion d'une prise de conscience, pourquoi pas planétaire, de quoi? Et bien de la nécessité de remettre sur la table nos capacités d'anticipation, tout simplement. Voilà. Donc, il me semble que là, on est devant des besoins d'anticiper dans des proportions nouvelles. Et là, je voulais vous dire un mot d'un autre problème, parce que celui-là n'est pas tellement nouveau. Je vous ai dit qu'il date de 5, 6, 7 décennies, hein, le fait qu'on accepte de travailler et de produire dans des proportions importantes des choses qu'on ne maîtrise pas bien. Mais vient se greffer à ça quelque chose de nouveau dans le mode de gestion, notamment des entreprises. Bon. Déjà, je voulais vous dire un mot. Est-ce que vous savez que les entreprises atteignent maintenant des tailles très importantes? Il y a un gigantisme des grandes entreprises. Je veux vous le dire, je ne suis pas sûr que vous ayez les proportions en tête. Je crois que dans les années 1990, il n'y avait que 2 ou 3 entreprises qui étaient plus puissantes, on va dire, dont le chiffre d'affaires, pour faire simple, était plus important que certains États. Aujourd'hui, j'imagine, comme ça, à 10 près, qu'en 2015, vous avez plus de 50%. Je veux dire, dans les 100 plus grosses entités économiques mondiales, je pense que plus de 50%, plus de 50%, sont des entreprises privées maintenant. D'accord? Ces entreprises dont on a vu qu'elles font des projets importants qui affectent le devenir de l'humanité, me semble-t-il, aujourd'hui, elles prennent des directions, elles ont des stratégies totalement privées. D'accord? Quand on parle de Google, d'Amazon, d'Exxon, du Crédit Agricole, de General Motors, de GE, ce sont des monstres. Hein. Par exemple, ExxonMobil ou la Royal Dutch Petroleum, par exemple, vous voyez, avec ses 500 milliards de chiffre d'affaires annuel, eh bien, c'est l'équivalent du PIB de la Norvège ou de l'Argentine, pour vous donner des ordres d'idées. Bon, si vous connaissez tout ça par cœur, faites-moi un petit signe, j'accélérerai, mais je pense que c'est souvent pas connu, ça, vous voyez, et c'est intéressant. China Petroleum, avec ses 400 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas des euros, ça doit être des dollars, hein, c'est l'équivalent du PIB de l'Australie. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, des puristes diraient qu'on ne compare pas tout à fait des chiffres d'affaires avec un PIB. Mais bon, je m'y connais en finance et c'est pas très très loin, vous pouvez garder ça en tête. Hein. Total, Volkswagen, Toyota font 250 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est l'équivalent du PIB de la Grèce, de l'Égypte ou des Philippines. Vous voyez? Walmart, qui est le carrefour américain, numéro 1 mondial de la grande distribution, emploie 2,2 millions de personnes. C'est l'équivalent de la population active de l'Irlande. Il faut peser tout ça. Il y a 3 très grandes entreprises chinoises qui sont non cotées, c'est-à-dire sur lesquelles en plus on n'a pas de visibilité, dans le secteur de l'énergie, qui emploient chacune 1 million de personnes. Vous voyez ça fait beaucoup de monde qui se mettent ensemble pour faire... Par exemple, on dit que Airbus ou Boeing, ils sont à peu près au coude à coude, hein, les 2 leaders de Airbus, a pour 10 ans d'activité dans son carnet de commandes. D'accord? Il a à peu près pour 100
milliards d'euros de carnet de commandes. 1000 milliards d'euros de carnet de commandes. C'est-à-dire que dans le carnet de commandes d'Airbus, c'est la moitié du PIB de la France. Hein, vous voyez, c'est un carnet de commandes. Alors il peut y avoir des annulations, il peut y avoir la moitié. Carnet de commandes sur 10 ans. Hein. Et puis c'est pas qu'une entreprise française, Airbus, c'est allemand, un petit peu anglais, un petit peu espagnol. Hein, mais c'est pour vous donner des ordres d'idées. Voilà. Les 10 grands groupes dirigent la plupart des marques de B2C, c'est-à-dire business to consommateur, c'est-à-dire la grande distribution. Il y a 10 grandes marques qui représentent à peu près 90% de ce que vous consommez et de ce que vous mangez. On dit aussi, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, je viens de le voir dans 2 livres là, mais je ne sais pas, que ça a vérifié, mais ça donne à réfléchir, vous voyez, que 90 très grandes entreprises seraient responsables à elles seules sur les 2 dernières décennies de 70% des gaz à effet de serre. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, il faudrait vérifier, mais vous voyez, ça veut dire que quand même il y a une grande concentration. Tout ce qui se passe, je pense, et il faut l'intégrer. Quand on parle d'anticipation, excusez-moi, je n'arrive plus à parler d'anticipation sans avoir ces choses-là quand même en tête. Hein. Et on en reparlera, peut-être que Thierry Gaudin en reparlera, parce que j'ai plus les chiffres en tête. Il faut que vous voyez aussi que la notion de responsabilité, il y a un turnover dans les dirigeants. La durée moyenne de détention des actions aux États-Unis, elle était de 10 ans à peu près en 1940. Aujourd'hui, ça se compte en jours ou en heures, tellement la rotation, vous voyez, la spéculation fait avancer. Bon, voilà. Donc, il y a une très grande capacité des multinationales à transformer le monde. Elles configurent la planète dans des proportions importantes. Alors bon, c'est pas tout à fait nouveau, hein, puisque de toute façon, l'imprimerie, la vapeur, l'électricité, l'automobile, l'aéronautique ont aussi transformé le monde comme ça, de toute façon, et puis bien d'autres choses encore avant, l'agriculture, dès la sédentarisation. Mais là, l'originalité, me semble-t-il, c'est que les arbitrages, les décisions, les stratégies se font selon des logiques de recherche de profit qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'anticipation de quoi que ce soit. Et je le vis de l'intérieur, je vous invite à réfléchir. Ça ne me semble pas être une lubie, sauf si je me trompe. Vous voyez bien comment Microsoft, Apple peut formater un petit peu la vie toute une journée hein, avec Outlook. Vous voyez, mais vous ne le voyez pas, mais comment Vinci, Bouygues, en matière de BTP, peut formater la vie avec ses parkings, ses routes, ses métros, ça formate. Comment Novartis, Pfizer, Sanofi vous donnent à manger des médicaments du matin au soir et plus vous vieillissez, plus vous en mangez. Vous voyez, ça formate drôlement tout ça. Hein. Donc voilà. Ce qui était l'entreprise. Hein, l'entreprise. On s'interroge d'ailleurs pas assez sur l'entreprise. À mon avis, il n'y a pas vraiment de pensée sérieuse de l'entreprise, de qu'est-ce que c'est. Je pense que il y a une littérature infernale, je sais, infernale, mais je ne suis pas bien sûr qu'on ait intégré un petit peu la notion d'entreprise et l'importance qu'elle peut avoir au XXe siècle et qu'elle va encore avoir, et positivement, hein, dans les 3/4 des cas, au XXIe siècle. Mais ce qui était l'entreprise, donc un moyen au départ, est devenu presque une fin en soi, je vais y venir, et surtout une capacité imprévue, à mon avis, de transformation du monde. Et il s'agit de l'avoir en tête. Bon. Grande capacité de modifier les conditions de vie. Hein, on en a parlé, l'influence sur les équilibres mondiaux en matière d'énergie, de matières premières, d'emploi, de santé, de travail, de retraite, de congés. Hein, très grande capacité, voilà. Grande capacité de façonner des vies et des individus au niveau du corps, de l'esprit, des valeurs, des mœurs, de tout ce qu'on veut. Je passe un peu rapidement. Ce à quoi je voulais atterrir, disons, c'est pointer le fait que la grande entreprise, l'entreprise et la grande entreprise a une grande responsabilité de fait, mais pas de droit. Elle n'a pas d'obligation, si vous voulez. Elle n'a pas vraiment d'obligation. Est-ce que vous savez que les entreprises sont des entreprises à responsabilité limitée, des pouvoirs immenses, des responsabilités finalement limitées. Vous pouvez changer d'actionnaire, vous pouvez substituer les dirigeants. Les entreprises d'aujourd'hui, modernes d'aujourd'hui, sont non territorialisées. C'est fini le capitalisme d'antan de Fernand Braudel avec des gens
des familles responsables qui étaient dans un territoire avec des responsabilités, des problèmes de succession. C'est fini ça, hein. Nous sommes dans une entreprise, dans une configuration mondiale, financiarisée, avec des décisions qui se prennent à court terme, selon des logiques de recherche de croissance et de profit qui posent un réel problème, me semble-t-il, en matière d'anticipation. Voilà. Et j'en arrive, je prolonge un petit peu cette réflexion, j'en arrive à l'idée de cette paralysie. Donc on a, il faut le savoir, un retrait du politique dans la configuration des marchés mondiaux. Depuis, vous savez, depuis 1945, à la suite de la guerre, c'est le GATT, le FMI, la Banque mondiale, à qui on a demandé d'opérer quelques arbitrages mondiaux. En 1971, il y a eu le rapport du Club de Rome, mais dans un autre registre, on a eu l'abandon de l'étalon or pour servir de référence aux échanges monétaires. On a eu ensuite la libéralisation des taux d'intérêt, des taux de change. On arrive aujourd'hui, dans les transactions financières d'aujourd'hui, 97,5% des transactions quotidiennes, tous les jours, sont des échanges virtuels. C'est-à-dire que 2,5% des échanges mondiaux se font sur la base de marchandises ou d'actifs réels. Hein. Il faut voir on est entré depuis les années 1990, on va dire entre 85 et 95, autour de la chute du mur de Berlin. Hein. Ça n'a pas de rapport direct, mais là, c'est passé quelque chose de très important en matière de management dans les entreprises. On est passé sous pilotage stratégique, d'un pilotage stratégique sous souveraineté de l'actionnaire. C'est assez nouveau. Et je voudrais vous dire un mot là-dessus. Auparavant, avant les années 1990, une entreprise, c'était un projet, on avait des capitaines d'industrie, on avait des choix politiques qui étaient faits, en France notamment, par exemple, après la guerre de reconstruction, on avait un modèle de société et on construisait des projets dans cette direction-là. Aujourd'hui, je crois que c'est fini. Nous sommes sous pilotage stratégique, sous souveraineté de l'actionnaire et dans un régime de mondialisation financiarisée. La création de valeur au sens financier du terme a complètement pris le dessus. On a un langage nouveau qui est apparu à partir des années 2000. On parle de normes IFRS pour mieux intégrer le point de vue des actionnaires. Et à ce moment-là est apparue une notion qui, je trouve, philosophiquement, est un véritable coup de force intellectuel. On parle de coût du capital. Le coût du capital, comme si le capital était un coût. Jusque dans les années 90, des gens qui voulaient faire un projet, faire une entreprise, mettaient de l'argent, des parts sociales ou des actions, et si tout se passait bien, quand ils avaient fini de payer les fournisseurs, les banquiers, les salariés, ils faisaient des bénéfices qu'ils pouvaient soit laisser en réserve dans l'entreprise, soit se distribuer sous forme de dividendes. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Ce qui est devenu primordial, c'est de rémunérer l'actionnaire, quoi qu'il en soit. Et pour ainsi dire, les produits, le salaire sont devenus des variables d'ajustement de cette rationalité financière. Et donc c'est un véritable coup de force intellectuel, je trouve, sur lequel on ne s'est pas beaucoup appesanti, parce qu'en matière d'anticipation, ça veut dire qu'une grande partie des décisions les plus structurantes à la surface du globe sont prises selon des schémas qui ont complètement changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les managers doivent rendre compte de la rationalité de leurs décisions au regard de la création de la valeur pour un actionnaire. Tout le reste est un coût à réduire. Et on a des actionnaires en plus de type nouveau. Vous savez qu'en 1950, il n'y avait que 10% à peu près des actionnaires, par exemple aux États-Unis, qui étaient des fonds de pension. Aujourd'hui, 60% de la détention des actions aux États-Unis se font par l'intermédiaire de fonds de pension. Donc ça change aussi la philosophie. Hein. Donc je vous passe quelques étapes, mais quand même il faut parler de déréglementation. Après la libération des taux d'intérêt à change, on parle d'effet de levier, on parle de put et de call, c'est-à-dire qu'on achète des promesses. Les échanges les plus importants, les 97,5% dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des échanges de promesses, des puts et des calls, c'est-à-dire des options de vente et d'achat.
Certaines entreprises vont même jusqu'à s'endetter pour rémunérer les actionnaires. Et il faut voir, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce qu'un roadshow, vous savez, qu'est-ce qu'un roadshow? Moi, j'y vais assez régulièrement. Ce sont les endroits où les PDG des grosses boîtes doivent venir devant les actionnaires pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. C'est édifiant, il faut l'avoir vu une fois dans sa vie, si vous voulez. Il faut avoir vu une fois dans sa vie comment on s'exprime auprès de ses actionnaires, comment on rend compte des décisions qu'on prend. Et il faut voir les questions qui sont posées aussi par les actionnaires. Il faut le voir une fois. Donc, il faut bien voir qu'on parle d'anticipation. Mais je pense plutôt qu'il n'y a plus d'anticipation du tout. On parle de benchmarking. C'est le grand mot aujourd'hui à la mode, le benchmark. C'est-à-dire, on ne fait plus tellement de stratégie. On essaie de regarder partout sur la planète qu'est-ce qui se fait et en quoi je suis bon et en quoi je ne suis pas bon et de quoi je peux me rapprocher. Donc, les stratégies se font sur la base de décisions qui vont dans le sens d'un dumping. Vous voyez, dumping, c'est-à-dire je choisis les moindres coûts pour dumping social, là où je peux avoir la main-d'œuvre la moins chère, dumping fiscal, je vais aller là où je peux payer le moins d'impôts possible, dumping environnemental, je vais dans les quelques pays qui n'ont pas encore de législation et où je vais pouvoir dégobiller tout ce que je peux en matière de pollution sans que personne ne vienne me taper sur les doigts. Et je parle aussi, moi, d'un dumping temporel. Il faudrait que dumping temporel, c'est-à-dire, je veux dire qu'on donne la priorité à des choix stratégiques qui font qu'on repousse à demain toutes les mutations écologiques et anthropologiques, même anthropologiques, on peut le dire, pour lesquelles personne ne nous pose de questions précises. Et voilà avec quoi on fait des stratégies aujourd'hui. Donc, vous voyez, je cite le patron d'ABB qui dit, je cite, c'est un patron d'un groupe suisse pour que vous compreniez un peu, je définirais la mondialisation comme la possibilité pour mon groupe d'investir où il veut, quand il veut, de produire ce qu'il veut, d'acheter et de vendre ce qu'il veut, et d'avoir à supporter le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et de législation sociale. C'est une reprise comme une autre dans un journal pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, et si on relève la tête, qu'on s'interroge, qu'est-ce qui est au fond de tout ça? Eh bien, c'est tout simplement... je suis allé trop vite, je crois. Bon, je ne sais plus où j'en suis là, c'est pas grave. Quand on s'interroge finalement, qu'est-ce qui est, quand on raisonne en matière d'anticipation, qu'est-ce qu'on recherche toujours? On recherche soit la puissance, soit le développement, soit le profit. Le développement, en fait, j'attire votre attention sur ce fait, développement, anticipation. Je suis né en 1961. Quand je regarde un journal de l'année de ma naissance, vous ne voyez pas le mot développement et vous ne voyez pas le mot croissance. Ça n'existe pas. On raisonne en termes d'équilibre à l'époque. Vous voyez? C'est une sorte de sagesse, si on peut dire, je ne sais pas si c'est une sagesse, qui est disparue du vocabulaire courant. Vous regardez n'importe quel journal aujourd'hui, vous n'entendez parler que de croissance et comment faire pour retrouver la croissance et de développement. Vous voyez? Recherche de puissance, surtout pour les États, de croissance et de profit. Il n'y a que ça, je crois, en matière d'anticipation pour essayer de comprendre comment se font les arbitrages. Au niveau, il y a eu dans le temps, il y a eu les religions, il y a eu les utopies sociales qui avaient une réelle capacité de prendre, peut-être pas des entreprises, mais des collectifs entiers et d'avoir des projets alternatifs. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi, pour ce que je vois, je ne vois plus rien d'autre que des projets de recherche de puissance, de croissance ou de profit. Il faut voir aussi qu'on a un autre souci en matière d'anticipation. Si on veut anticiper, on a un sérieux problème de langage et d'outils. On est en pleine obsolescence des outils d'aide à la décision. À la décision, si on veut. Nos outils, notre vocabulaire est totalement inadapté. On veut parler de futur ou d'avenir, je ne sais pas lequel des deux, les deux d'ailleurs. Le vocabulaire est totalement, pour moi, dans le monde de l'entreprise, quand on parle de comptabilité, de produit intérieur brut, d'un compte de résultats, d'un bilan, moi je sais très bien tout ce que tout ça veut dire. Je peux vous dire qu'il n'y a une comptabilisation de rien du tout. On ne parle ni de la planète, ni des hommes, ni encore moins de l'avenir, de quoi que ce soit là-dedans. Rien du tout de tout ça. Les matrices qui sont utilisées par les grands cabinets conseils, vous savez que, je vais dire un chiffre au hasard, 50% des grandes décisions mondiales sont prises sous l'égide des quelques grands cabinets conseils qui conseillent à la fois les entreprises publiques et à la fois les hôpitaux, la PHP peut-être, et les autres. Vous avez McKinsey, le BCG, eh bien, ils utilisent quoi? Regardez les outils qu'ils proposent.
Il n'y a rien qui cherche à anticiper quoi que ce soit là. On cherche des vaches à lait, on cherche des dilemmes, on cherche des avantages compétitifs, on cherche comment les produits de substitution, vous voyez, il n'y a aucune, dans ces grands choix stratégiques qui sont faits, il n'y a rien qui aide à anticiper. Voilà. Et d'ailleurs, allons même encore plus loin. D'ailleurs, au fait, oui, je ne vous ai pas dit, depuis 1990, j'ai aussi un dada, il faudrait que je creuse un peu plus le sujet un jour, parce que quand on porte une valeur à quelque chose aujourd'hui, une entreprise, ou une cathédrale, ou une voiture, ou d'accord, la valeur de cette entreprise, de cette chose-là, de cet actif, jusque voici 2-3 décennies, eh bien, c'était globalement une valeur historique qui était retenue. Combien ça valait pour mes parents, combien ça va valoir aujourd'hui, combien... Voilà. Aujourd'hui, nous sommes passés en régime de DCF, Discounted Cash Flow, c'est-à-dire des cash flows actualisés. Vous regardez un objet, vous regardez un actif, une entreprise, bientôt un bonhomme, un animal, vous regardez et vous actualisez tous les bénéfices que vous allez pouvoir faire dans les années à venir avec cet objet-là. Vous les actualisez avec un taux d'actualisation, je vous passe les détails, et vous avez sa valeur présente. Tout aujourd'hui, depuis l'an 2000 à peu près, toutes les transactions mondiales de quoi que ce soit se font selon cette méthode. Alors en matière d'anticipation, vous avez de quoi réfléchir avec ça. Parce que c'est une dévaluation pure et nette de l'avenir, du futur, ou des deux à la fois, au carré, peut-être, sûrement. Voilà, il y a là quelque chose d'incroyablement profond, je trouve, qui mériterait d'être réfléchi. Et poussons encore un peu plus loin, pour voir que l'anticipation pose problème. Je ne dépasse pas trop, là. Je vais bientôt essayer d'arrêter. Donc, allons plus loin. Je vous ai dit que les outils ne vont pas, mais même nos institutions ne vont pas pour anticiper. Elles ne vont pas pour anticiper. Est-ce que, vis-à-vis des problèmes climatiques, nucléaires, génétiques, démographiques que nous avons devant les yeux, est-ce que l'OMC, est-ce que la Banque mondiale, est-ce que le FMI, est-ce que le tribunal pénal international peut être d'une aide quelconque? Je ne crois pas. Donc on n'a pas d'outils, on n'a pas non plus d'anticipation pour résoudre un petit peu les problèmes qui nous arrivent. Je voudrais même attirer l'attention sur quelque chose, peut-être que Thierry Gonard reviendra parce que je suis peut-être un peu caricatural. Il y a le premier exercice de prospective qui a soulevé tous ces problèmes, s'appelle le premier rapport du Club de Rome, fait en 1971, vous en avez entendu parler. C'est le premier exercice de prospective, on va dire raisonnement planétaire, qui a cherché à prolonger les tendances qui étaient visibles en 1970 pour se dire vers où on va. Et ils ont prédit que la planète devait aboutir à des situations de non-retour aux alentours, je crois, de 2030. Enfin, il y a eu plusieurs éditions. Pourquoi? Parce que selon eux, les ressources, l'investissement, la démographie, l'alimentation, et j'en oublie un, on ne pouvait pas prolonger ces courbes sans aller vers une explosion. Bon. Ça aurait pu conduire, en matière d'anticipation, à une prise de conscience globale, mondiale, de ces impasses stratégiques. Moi, je les appelle des impasses stratégiques. Eh bien, non. Je veux même attirer votre attention sur le fait, allez regarder, là, je voulais le prendre et j'ai oublié, l'appel de Heidelberg, Heidelberg, de 1992. Regardez ce petit document qui fait une page, signé par 300 intellectuels de renommée mondiale, dont 60, je crois, prix Nobel. Qui disait quoi? Qui disait en gros, n'ayez pas peur, ce sont des comment on dit, des oiseaux de mauvais augure, ayez confiance dans la science qui de toute façon, avec le marché, avec les problèmes d'ajustement d'offre et demande, qui trouvera des solutions à tout. Donc, il n'y a plus de ressources, c'est pas grave. On va mettre une couche d'ingénierie, une couche d'intellect, une couche d'ingénierie, et on va résoudre tous les problèmes. Et je pense que, j'essaye de terminer là, donc je pense que c'est complètement faux tout ça, je crois que c'est faux. Aujourd'hui, il faut qu'on réintègre dans l'anticipation la question de la fin, de deux fins, les finalités, qui n'existent plus nulle part, et la finitude, je crois, ou alors il faudra qu'on m'explique, on a ces deux fins-là à réintroduire, à mon avis, dans les processus et nos réflexions sur l'anticipation. Et c'est là que je voulais venir, mais rapidement, parce que j'ai pris trop de temps.
sur la notion d'anthropologie prospective notamment. En fait, anticiper en 2015, de mon point de vue, ce n'est plus comme on l'a fait toujours, comme beaucoup de prospectivistes l'ont fait pendant quelques décennies, ce n'est plus extrapoler sur la base de ressources gratuites et de puissances technologiques démultipliées. Je pense que cette philosophie-là va vers une philosophie de l'épuisement de l'être, comme dirait l'autre, pour employer des termes. Et je crois que nous avons à réinventer quelque chose pour redynamiser notre avenir. Et c'est peut-être là que le concept d'anthropologie prospective de Gaston Berger, inventé entre 55 et 57, et je pense n'a pas connu l'avenir qu'il mérite, n'a pas connu la postérité qu'il mérite. Et je me demande s'il ne faudrait pas remettre la question de l'homme et de l'avenir de l'homme, comme lui voulait le faire en 55, au centre des réflexions et des arbitrages qu'on peut faire. Et voilà, je termine en vous disant que, j'ai employé le terme, les palpitations d'une anticipation d'un genre nouveau. Vous voyez le genre de questions que je me pose. Et je ne vais plus, quand j'essaye de trouver des solutions, pour donner des conseils stratégiques un peu pertinents avec ce que j'ai en tête là, je ne vais plus vers les économistes, je ne vais plus vers la science. Je ne pense pas que c'est dans ces directions-là qu'on trouvera un remède à nos impasses stratégiques. C'est peut-être dans l'anthropologie. Et je vous invite à considérer que, par exemple, il y a des notions chez Nietzsche, par exemple, de profit de l'avenir qui méritent, à mon avis, d'être ressorties. Chez Valéry, il y a Paul Valéry, il y a aussi des choses importantes et intéressantes en matière d'anticipation, qui essayent par anticipation, qui ont vu d'assez loin venir tout ce dont je parle là, même s'ils ne connaissaient pas les multinationales et la mondialisation, ils ont quand même vu bien des choses. Hans Jonas, Günther Anders et Daniel Innerarity me semblent des auteurs, quand on veut réfléchir en matière d'anticipation, pour trouver une anticipation d'un style nouveau, postmoderne, je disais entre guillemets pour rire en attendant de trouver un autre mot, semblent des sources d'inspiration intéressantes. Voilà, je m'arrête là parce que je m'aperçois que le temps est passé. Et